Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire. Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardy. Réalisation et création sonore, Paul-Éric Rouvière. Bonjour Jérôme Clément. Bonjour Olivier. Ex-président d'Arte, homme politique et de culture. Pouvez-vous nous dire un petit peu quels sont les récits fondateurs de votre trajectoire ? Ma mère était d'origine russe, juive, ce que je ne savais pas trop à l'époque, mais en tout cas, on parlait la langue russe chez moi, et elle me racontait des histoires russes pour m'endormir, des contes, la petite Macha, voilà, j'ai des histoires d'ours, comme ça. Donc j'avais cette partie imaginaire d'un ailleurs russe qui était totalement fantasmée, puisque je n'y étais pas allé, je ne connaissais pas, mais ça me rendait un peu différent des autres. Il y avait cette part étrangère. Ça, c'est les premiers souvenirs, parce que c'est les contes et les histoires qu'on me racontait. Moi, je pense que une grande partie de mon itinéraire, de mon histoire, vient du fait que j'ai pas été élevé dans un univers totalement franco-français, assez mystérieux et assez déchiré, sans que je le sache, puisqu'on parlait jamais des épisodes dont on venait de sortir, qui étaient ceux de la guerre, dans laquelle avaient disparu mes grands-parents maternels, puisqu'ils étaient juifs et qu'ils sont morts à Auschwitz. Donc il y avait beaucoup de cachets, mais il y avait quand même une présence forte d'ailleurs, et ça nourrissait forcément mon imaginaire, ma réflexion. L'autre chose, je pense, qui très jeune dans mon cas a joué un rôle majeur, c'est la lecture. On n'avait pas la télévision, on écoutait un peu la radio, mais je lisais, j'ai toujours été entraîné, et moi-même je pense que j'avais le goût pour ça, donc j'ai beaucoup lu. Comme tous les enfants, j'étais intéressé par l'aventure. Souvent des récits historiques. Enfin, je m'intéressais énormément, j'adorais ça, quoi. J'avais des collections de livres, Bertrand du Guesclin, Jean Bart, enfin tous ces personnages qui à l'époque étaient assez présents dans l'univers, qu'on voyait aussi sur les collections de timbres. Je faisais une collection de timbres avec ma mère, et il y avait toujours les grands capitaines de la France, les grands écrivains, ces personnages qui s'étaient fait un nom et qui avaient eu des vies formidables. Et ça a l'air idiot, mais les timbres, ça nourrit formidablement l'imaginaire. Ça a complètement disparu, ou en tout cas, les collections de timbres, ça faisait rêver, et ça, plus la lecture, ça nourrissait effectivement une façon de penser qui était différente. Est-ce que cette alimentation de l'imaginaire et des histoires qui vous nourrissaient ont évolué, et comment ça a évolué ? J'ai pris le pli des lectures très jeune. Je veux dire, la télé n'existe pas, et la radio était présente, mais enfin, n'était pas non plus très importante. Donc je lisais, j'écoutais de la musique, je pratiquais un peu la musique, surtout que j'étais assez seul. J'ai continué à lire, à la fois ce qui était nécessaire sur le plan scolaire, aussi le théâtre. Ma grand-mère nous emmenait tous les mois à la Comédie Française, et donc j'ai vu pendant plusieurs années pratiquement tout le répertoire classique du théâtre à la Comédie Française. Ma grand-mère avait une loge à la Comédie Française, donc où elle emmenait ses petits-enfants, et c'était très bien. À la fois ça nous ennuyait, et on trouvait ça casse-pied, et en même temps ça m'a quand même beaucoup marqué. Quant aux lectures, j'ai continué, c'est-à-dire que j'ai acquis de ce fait une assez bonne culture littéraire, assez classique, je dois dire. Qu'après avoir passé le bac, j'ai fait une classe de philosophie. Donc moi j'ai fait de la philo, et j'ai beaucoup lu en philosophie, et ça m'a énormément aidé par la suite d'avoir une réflexion de fond. Et dans les livres que j'ai toujours avec moi, j'ai presque toujours le manuel d'Épictète, ou les lettres à Lucilius, un petit livre mais très, très précieux, très utile. Pendant très longtemps, j'avais les conseils à un jeune poète de Rilke. Je mets rien au-dessus de montagne quand même. Les essais, c'est quand même assez, c'est vraiment
un des plus grands livres, je trouve, de la littérature française et aussi de la réflexion sur soi-même et sur sa façon d'aborder les choses, sur la tolérance, sur une leçon d'attitude devant la vie quand même. C'est quand même tout à fait remarquable. Dans les autres choses qui m'ont toujours beaucoup façonné, je dirais, c'est la Loire. Comme on avait une maison familiale sur les bords de la Loire, j'ai vécu et je vis toujours au bord d'un grand fleuve, dans un paysage à la fois extrêmement sauvage et en fait très façonné par l'homme, et par l'architecture et par l'histoire. Et ça a beaucoup compté. Je dirais que le paysage, qui est un paysage fini, achevé, construit, respecté et qui porte la trace de l'histoire, m'a quand même beaucoup façonné. Et le fait d'avoir un fleuve qui est extrêmement vivant, qui monte, qui descend, qui déborde, le fleuve raconte une histoire tout le temps, quoi. C'est aussi forcément une réflexion sur la vie. Et ça vous faisait rencontrer, ces voyages vous attiraient aussi dans la manière d'explorer peut-être des récits, des lieux où vous voyagez, Oui. Des rencontres aussi, les Oui. premières rencontres avec des artistes, qui allaient nourrir peut-être Oui. l'envie de produire telle série, tel film, etc. Avec, Oui. C'est-à-dire qu'au début, là, dans cette période, disons, entre 15 et 20 ans, etc., je n'étais pas tellement dans la découverte de l'art. Mais à l'époque, j'avais pas du tout l'idée de ce que je ferais après. Comme beaucoup d'adolescents de cette époque, on voyait que j'étais plutôt littéraire que scientifique. C'est quand même la grande division entre les deux. Et que je m'intéressais à l'art, que je jouais du piano et que j'aimais bien la musique. Et puis c'est tout, hein. Après, je savais pas du tout ce que je ferais. J'avais aucune idée. Mon milieu familial n'était pas du tout porté ni sur la politique, ni sur l'État, ni sur les carrières publiques, ni tout ça. Ma mère était pharmacien. Mon père était aussi pharmacien et médecin. Et c'était un milieu plutôt scientifique et pas du tout de celui vers lequel j'ai évolué après. Mais avec un vrai goût pour la culture. Et qu'est-ce qui vous a attiré à ce moment-là, une fois que vous étiez à Paris, je suppose, en train de faire ces études qui allaient être des études importantes? Qu'est-ce qui a commencé à... Vous êtes ouvert à quel récit, à quels artistes? Vous dites que la peinture, ça vous a beaucoup nourri. Est-ce que ça a été une constante? Et là, j'ai découvert le cinéma, quand même. Ah oui. J'allais au cinéma assez souvent avec ma mère, pour voir essentiellement des péplums ou des trucs comme ça. Mais la culture cinématographique était très faible. Mais après, quand j'étais étudiant, là, j'ai découvert le cinéma. Donc, j'allais au cinéma au Quartier Latin, comme tout le monde. J'ai découvert tout un univers que je connaissais assez peu, quoi. Mais enfin, ça n'a pas non plus été une révélation. Je me suis pas dit, je vais devenir cinéaste ou je vais faire carrière dans le cinéma. Non, ça a élargi ma palette de centres d'intérêt, quoi. Et les voyages, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. Je commence à voyager pas mal. Et quels sont les pays, justement, les pays qui ont influencé votre imaginaire, qui ont été plus percutants pour vous? Vous parliez de la Russie au tout début de l'interview. La Russie, ça restait un fantasme. Pour moi, c'était un pays... D'abord, on n'allait pas en Union soviétique comme ça. C'était un fantasme important. Donc, c'était des pays fantasmés, c'était pas des pays visités. Dans les pays visités, il y a quand même la découverte. J'ai passé quelques mois à New York pendant mes études et ça m'a vraiment fait découvrir un univers, la violence, des rapports différents au monde. Et j'ai commencé à avoir cette curiosité qui m'a fait rencontrer à l'époque, c'était le mouvement des Black Panthers, et donc j'avais un peu plus de 20 ans, mais le premier texte que j'ai écrit et qui a été publié, c'est un article que j'avais une introduction par quelqu'un que je connaissais à l'ONU, et je suis allé voir Rap Brown et Carmichael, qui étaient les leaders des Black Panthers et qui étaient des types vraiment extrêmement violents, quoi. Ils ont tous été assassinés après, mais qui étaient dans une croisade anti-blanc. J'avais une peur terrible, mais ça m'avait quand même fasciné. J'avais réussi à les rencontrer et à discuter avec eux. Et après, j'avais écrit un texte, et en rentrant à Paris, j'ai été voir Philippe Tesson, qui dirigeait un journal aujourd'hui disparu qui s'appelait Combat.
Et je lui ai proposé, il l'a publié. Alors j'étais fier comme Artaban, j'avais avoir 22 ans. Donc ça m'a donné la curiosité, l'envie d'écrire, de regarder, d'observer et de raconter. Voilà. Ça commençait à se dessiner, quoi. Et justement, à cette époque-là, à 20 ans, est-ce que vous aviez des personnages historiques, réels ou imaginaires, dont l'itinéraire était peut-être quelque chose qui vous inspirait? J'adorais les personnages historiques, les rois de France et les grandes affaires historico-politiques. Par exemple, Hugo m'a intéressé énormément. Ces personnages-là, je les trouvais passionnants et puis je trouvais partout prétexte à découvrir de nouveaux personnages qui nourrissaient mon imaginaire, soit dans l'histoire politique, soit dans l'histoire de l'art. Je me suis beaucoup passionné, je connaissais très très bien l'histoire de la Révolution et les personnages un peu singuliers, les destins singuliers. Abdelkader, qui est un personnage extraordinaire sur lequel j'ai voulu faire un film, j'y suis jamais arrivé. Le destin d'Abdelkader, c'est quand même assez extraordinaire. Il commence comme rebelle, etc. Et puis il termine ami de Napoléon III et à Damas pour défendre les chrétiens. Donc à travers ça et à travers les personnages de la littérature, alors j'ai beaucoup lu Zola. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était une conscience ouvrière qui comptait beaucoup, que Hugo m'avait déjà fait aborder et que Zola a complété. Ces personnages-là, ces grands écrivains, je me faisais vraiment un devoir de connaître leur histoire et de les raconter, d'être imprégné de ça. Je me suis intéressé après aussi aux personnages importants de l'histoire russe et aux grands héros de la littérature russe. Ça m'a énormément nourri, ça m'a donné envie de l'épopée, du destin, du choix et de la politique, parce que c'est dans ces années-là où je me suis quand même engagé politiquement, qui m'a donné quand même forcément le goût et l'intérêt pour les personnages politiques importants, c'est-à-dire ceux qui façonnent le destin du monde. Enfin, l'histoire de mon pays m'intéressait beaucoup. Et puis voilà, après, il suffisait de regarder autour de soi et d'essayer de comprendre ce qui se passait pour voir qu'il y avait beaucoup de destins absolument passionnants. Puis alors j'étais dans l'époque de Sartre, de toute cette mouvance contemporaine qui me passionnait. Et dont je me sentais quand même assez proche, quoi. Pas du tout camusien, là je vois aujourd'hui on parle que de Camus, etc. Mais dans la période Sartre-Camus, quand j'étais jeune, c'était d'abord quelqu'un qui était un philosophe relativement médiocre, un écrivain de qualité, proche de l'Algérie française. C'était pas du tout mon truc, quoi. Et on a complètement renversé aujourd'hui la vapeur en faisant de Sartre quelqu'un qui s'est trompé tout le temps et de Camus le grand penseur. J'ai un regard différent aujourd'hui de celui que j'avais, mais enfin voilà, il y a des problèmes de relecture de l'histoire et toute cette réflexion historique m'a toujours passionné. Et ça a commencé très jeune, puisque quand je vous parlais du Guesclin et de tous les petits livres d'enfants que je lisais sur les grands personnages, ça m'enflammait complètement, incluant Fanfan la Tulipe, évidemment. Je choisissais très bien de lire l'histoire des autres, mais j'avais envie d'écrire la mienne. Il était temps de prendre le pouvoir, quoi. En plus, il y a eu mai 68, qui d'un seul coup avait fait basculer complètement le regard qu'on pouvait porter sur la société et sur le fait qu'il fallait prendre le pouvoir. Et là, il y avait un problème sans doute générationnel, mais qui faisait que moi, j'avais envie d'agir, j'avais envie de façonner le monde. Donc la politique, pour moi, c'était une façon d'avoir les rênes en main, quoi. J'avais pas de doute sur ma capacité j'avais une assez grande confiance en moi. Oui, mais vous auriez pu prendre une toute autre voie. Là, par exemple, avec ce que j'ai entendu de ce qui vous a nourri, vous auriez pu avoir la volonté d'éduquer, d'être professeur d'histoire ou chercheur pour continuer et transmettre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez pris la décision d'approcher le pouvoir, voire d'avoir des postes de pouvoir, parce qu'on parle à un moment donné d'action, mais puisqu'il y a des responsabilités, il y a du pouvoir. Qu'est-ce qui fait que vous franchissez l'étape de dire moi j'en suis de cette histoire. Je veux être dans la continuité de ces hommes-là qui m'ont inspiré. Oui, le destin des grands hommes, c'était quand même pas mal d'être Napoléon et de pouvoir agir sur le cours des choses et sur le destin des hommes. Et j'avais pas envie d'être passif, d'être contemplatif. Alors comment ça s'est fait ? D'abord j'ai fait des écoles et des études qui me portaient à être formé à ça. Puis quelques rencontres, un peu le hasard aussi, puisque j'étais au lycée dans la même classe que Patrice Chéreau, qui était un de mes très bons amis, et donc j'aurais pu faire du théâtre, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de représenter la vie sur une scène, c'est d'agir sur le cours des choses. Alors,
comment s'est fait le déclic. Peut-être que j'ai un ami dont le père était secrétaire général de l'Assemblée nationale, et d'un seul coup, ça m'a fait prendre conscience de ce qu'était l'État. Ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, peut-être en faire autre chose que ce que c'est. Et je me suis trouvé engagé aussi dans des luttes politiques qui étaient celles de notre quotidien. Je faisais des études au lycée Montaigne et puis ensuite au lycée Louis-le-Grand. Et on se bagarrait contre l'OAS, contre les types qui défendaient l'Algérie française. On était pour l'Algérie algérienne, comme on disait, et pour l'indépendance de l'Algérie. Donc on faisait le coup de main contre les types d'Occident, de jeunes nations, ces fascistes en herbe. Et donc là, c'était très concret. Quand on essayait de mettre des coups de poing dans les figures des gens qui pensaient pas comme nous, c'était de l'action, quoi. Moi, j'étais pas particulièrement violent, j'étais pas dans les services d'ordre et c'était pas mon truc, mais quand même, j'étais assez décidé à faire passer mes idées et à les défendre. Donc là, on était dans l'action. Et la politique, en tout cas, ce que je voyais de l'action militante, ça me plaisait, quoi. Je trouvais que c'était une façon d'être avec son temps. Et puis, ça nourrissait les lectures que je lisais, de Nizan, en particulier de Sartre, de toutes ces réflexions sur la liberté, sur l'engagement. On était complètement dans ces trucs-là. Moi, je voulais pas du tout être passif dans mon époque. Je voulais contribuer à la façonner. J'avais aucune envie de faire de la formation, de l'enseignement, tout ça. C'est pas que j'avais du mépris pour ça, non, moi je voulais agir. Donc se donner les moyens de son action. Pour se donner les moyens de son action, il fallait que je fasse partie des gens qui prenaient le pouvoir. Voilà. À partir du moment où j'ai compris ça et où j'ai compris que c'était ça qui me plaisait, je me suis dit, il faut y aller, quoi. Donc j'y suis allé, avec des idées assez claires sur ce que je voulais dans l'évolution de la société, sur le fait que si on voulait la changer, il fallait s'en occuper soi-même. Évidemment, en France et dans ma famille et un peu ailleurs, c'était de faire des études et de se donner les moyens d'arriver au pouvoir, quoi. Mais ça passait quand même par l'engagement politique. D'abord par l'engagement politique, j'entends, et aussi par une rencontre de ce que c'est que le pouvoir dans la réalité. On passe de tous ces personnages de fiction qui vous ont nourri, de cette ouverture à la culture européenne, italienne, anglaise, etc., qui ont nourri une ambition. Puis vous vous frottez à la réalité, et là, il y a un engagement qui commence à naître. Comment cette rencontre et cet échafaudage, petit à petit dans le temps, de la rencontre des hommes de pouvoir, des gens qui font les choses, qui produisent des changements, des vrais changements dans la vie des gens, vous l'apercevez par rapport à l'imaginaire, par rapport au récit que vous aviez entendu. Forcément, c'est beaucoup plus violent. Dans la réalité, prendre le pouvoir... Alors, moi j'étais toujours un peu déchiré, c'est pour ça que je vous ai repris tout à l'heure quand on parlait de politique, parce que j'étais un peu déchiré entre l'envie de la réflexion, de la beauté, de l'écriture, de la pensée, de l'intellectuel, etc., et l'envie de l'action, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas vraiment fait de carrière politique, parce que je voulais pas faire que ça, quoi. Je trouvais ça desséchant. Mais ça, je l'ai compris un peu après, quand j'ai eu vraiment la possibilité de le faire, et que j'ai dit non, parce que je me suis aperçu assez vite que ça pouvait être extrêmement appauvrissant et desséchant. Je me suis mis un peu en marge de ça, tout en étant engagé, mais en choisissant d'autres voies d'action. On avance dans la vie de façon itérative, sans trop savoir au début pourquoi on le fait. On réfléchit à son instinct et à ce qu'on ressent à un certain moment, mais je pense que j'étais très nourri de tous les récits et j'avais envie d'en être, et en même temps je voulais conserver ma liberté d'action, de réflexion, être un peu à part. Bon, pourquoi je suis comme ça, je sais pas, mais en tout cas c'est le positionnement que j'ai peu à peu adopté, qui est un peu un déchirement, parce que ça m'a obligé forcément à renoncer à certains moments à une chose ou à l'autre. J'aurais peut-être pu faire qu'écrire, ou j'aurais pu être... J'ai toujours été très gramscien sur ce plan-là. On parlait tout à l'heure de l'Italie, et la lecture de Gramsci m'a aussi beaucoup compté à un certain moment dans ma réflexion sur la culture et sur la politique. Là, on en arrive à cette frontière et à l'importance de l'hégémonie culturelle pour arriver à conquérir l'hégémonie politique. Bon, alors évidemment, en ce moment, c'est pas tellement d'actualité, mais moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé. En tout cas, c'est comme ça que vous avez poursuivi votre chemin, par itération, c'est ce que j'entends, et aussi dans l'idée de prendre le pouvoir, de prendre des responsabilités de plus en plus importantes, ce qui s'est passé dans votre vie. Dans les années 70, 80, où finalement la gauche arrive au pouvoir, vous en êtes. Je veux en être, mais on croit toujours que c'est toujours pareil quand on regarde les choses après coup. Mais quand on s'est engagé, quand je me suis engagé après la signature du programme commun et la création du Parti socialiste, on savait pas du tout si ça marcherait ou pas, À l'époque, on n'en savait rien du tout, à tel point d'ailleurs qu'en 78, je suis parti vivre en Égypte comme conseiller culturel,
J'étais convaincu que ça marcherait pas, quoi. Et bon, j'avais un peu une lassitude de la vie militante qui a quand même aussi beaucoup de contraintes. Bon, j'avais une vie aussi un peu différente et j'avais pas envie de subir encore ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant avec Giscard et tout ça, donc ça m'embêtait. Donc c'était pas sûr, quoi. On croit toujours quand on regarde les choses après que oui, il s'est engagé et puis naturellement ils sont arrivés au pouvoir et bah oui, ça s'est passé comme ça, tant mieux d'ailleurs pour nous, parce qu'on a été au bon endroit au bon moment, mais c'était pas gagné, hein. C'était loin d'être gagné. Et alors effectivement après, moi je l'ai fait parce que ça m'intéressait énormément de construire une force de gauche, et surtout d'être ceux qui mettraient fin à la scission du Congrès de Tours. Ça a l'air idiot, mais je connaissais très bien l'histoire du Front Populaire, je connaissais très bien l'histoire de la gauche depuis 1830, quoi. Ça m'avait quand même énormément intéressé, donc de voir qu'il y avait eu la scission en 1921 au Congrès de Tours, je me suis dit, bah, si on peut nous arranger ça, donc la signature de programme commun était le déclencheur. Je me suis dit, ça y est, on est en train enfin de pouvoir rassembler les familles de gauche et pouvoir en faire un outil qui nous permettra peut-être de prendre le pouvoir. J'étais pas du tout lié à François Mitterrand à cette époque. Je l'aimais pas trop parce que ça me paraissait être un homme de la 4ème République qui avait été ministre pendant la guerre d'Algérie. Mais c'était lui qui, à l'évidence, était capable de réussir ça. Donc j'étais dans l'opposition interne parce que j'étais au CRS. Mais en tout cas, je trouvais que c'était ça. J'avais aucun doute sur le fait que c'était ça qu'il fallait faire. J'étais assez malheureux quand j'étais au ministère de la Culture parce que j'avais l'impression que j'avais pas les responsabilités que je devrais avoir. Et je trouvais ça vraiment dommage. Je trouvais pas ça intéressant. Donc c'est pour ça que je suis parti ensuite à l'étranger et que je suis revenu aussitôt que la gauche est arrivée au pouvoir et que je leur ai dit, voilà, moi je veux en être. Au moment où la gauche gagne... J'étais conseiller culturel en Égypte. Oui. Je quitte mon poste. Le 13 mai, je rentre à Paris en laissant tout sur place. Je vais voir les copains que j'avais, notamment Hubert Védrine, qui travaillait avec moi au ministère de la Culture et qui était à l'Élysée, Attali, que je connaissais bien, Fabius, que j'avais fait rentrer au Parti Socialiste. Enfin, tous ces gens-là, quoi. J'avais quand même pas mal de gens. Puis j'étais un petit peu connu déjà J'avais des secrétaires de la Fédération de Paris du Parti Socialiste, donc j'étais pas totalement inconnu. On savait que j'avais travaillé sur la culture déjà, avec un petit groupe qui s'appelait le SNAC, le Secrétariat National à l'Action Culturelle, avec Bernard Pingot, Pascal Horry, Dominique Tadilly, Georges Hirsch, enfin un certain nombre de gens, François-Régis Bastide. On avait élaboré un programme. Et je vais les voir et je leur dis, la gauche arrive au pouvoir tous les 25 ans, ça dure 6 mois, je veux au moins vivre ces 6 mois. Donc Lang me propose d'être son directeur de cabinet et Mauroy me propose de rentrer à son cabinet pour m'occuper de la culture et de la communication. Et j'accepte l'offre de Pierre Mauroy. Donc je me retrouve à Matignon comme conseiller du Premier ministre sur des sujets qui m'intéressent. Là je suis vraiment aux manettes. Enfin les difficultés commencent. Donc j'étais ravi, quoi. Parce que c'était l'occasion de mettre les idées que j'avais défendues en application. Et dans mon domaine, auquel je croyais beaucoup, c'était évidemment le domaine de la culture, de pouvoir conduire une politique culturelle. Alors, par chance, Mitterrand était complètement engagé sur cette lettre. À l'époque, je le connaissais un peu, j'avais fait sa connaissance en 78, puisque j'avais quand même été candidat aux élections législatives en 78, et j'avais bien connu Mitterrand, qui était venu me soutenir et qui s'intéressait aux jeunes gens dont il pensait qu'ils pouvaient faire quelque chose après. Et c'était très intelligent de sa part d'ailleurs, et on avait sympathisé, enfin bon, proportion gardée, j'étais un tout jeune homme et lui, il était devenu président de la République, donc il n'y avait pas grand chose à voir entre nous, mais enfin quand même on se connaissait. Et donc j'avais la chance qu'il était très engagé sur la culture et puis que Jacques Lang était l'homme de la situation et qui savait très bien faire ça, et donc je travaillais beaucoup avec lui, même si nos rapports ont souvent été assez difficiles. En tout cas, je me retrouve responsable de la coordination de l'action gouvernementale auprès du Premier ministre dans le domaine de la culture, de la communication, et il y avait beaucoup à faire, puisqu'on a créé les radios libres, on a créé la haute autorité, dans le domaine de la culture, n'en parlons pas, c'est bien connu puisque c'est Jacques Lang qui s'en occupait. Moi je veillais au grain pour que ça se passe bien au niveau de l'action gouvernementale, et puis j'avais des responsabilités, j'ai quand même la loi 82 sur l'audiovisuel, c'est moi qui l'ai mis en place, il y a quand même beaucoup de choses dont je me suis personnellement occupé, qui ont fait partie de ce qui a été réalisé dans cette première partie du premier septennat de François Mitterrand. Et alors, pour parler d'Arte, parce que c'était une des pièces... entre les deux, mais entre les deux, il y a eu quand même, en 84, moi j'avais passé 3 ans et demi à Matignon, c'était lourd, hein. J'avais quand même besoin de faire un peu autre chose. Et il s'est trouvé que le Centre national du cinéma, le CNC, le président de l'époque était resté 11 ans et voulait partir, et donc j'ai postulé à sa succession.
Et ce qui s'est pas fait tout seul, parce qu'il y avait d'autres candidats, évidemment, comme toujours. Enfin, c'est moi qui ai été choisi. Donc voilà, donc je me suis retrouvé assez jeune. J'avais 38 ans, 39 ans, patron du CNC. Là, j'avais du pouvoir, quoi. J'aurais pu être député, on m'avait proposé d'être élu, mais franchement ça m'intéressait pas trop, parce que j'allais me retrouver tous les week-ends à faire des comices agricoles et les maisons de retraite. Je préférais autre chose, donc j'ai pas poursuivi dans cette voie électorale, mais en revanche je me suis retrouvé patron du CNC, et là j'ai quand même fait beaucoup de choses. Oui, vous avez fait beaucoup de choses, et justement à cette époque-là, si vous vous reprojetez dans ces moments de prise de pouvoir et puis d'accession à des responsabilités telles que être président du CNC, comment évolue votre imaginaire, ou comment votre imaginaire participe à la prise de poste et la volonté d'établir des plans d'action, une vision, d'ouvrir les champs culturels à l'endroit où vous êtes? C'est une bonne question. Je me suis jamais posé sous cette forme. D'abord, je débarque dans un secteur qui n'était pas celui que je connaissais le mieux, le cinéma. J'avais compris, et je l'ai mis en œuvre, qu'il allait y avoir des mutations formidables avec l'audiovisuel, et que le CNC, c'était plus seulement un gestionnaire il ne faut pas s'occuper uniquement d'une salle de cinéma. Et donc, c'est moi qui ai créé le compte de soutien audiovisuel, les Sofica, le secteur audiovisuel du CNC qui n'existait pas. Donc là, j'étais plutôt dans l'action. L'imaginaire que j'avais faisait que je m'intéressais beaucoup à la création. Ce qui m'intéressait, c'était la culture, quoi. C'était la création, et de donner des moyens à ceux qui utilisaient le cinéma comme outil de création. Ça m'intéressait. Et au niveau européen. Et en prenant le plus du visuel. Ça fait beaucoup. Mais je veux dire, j'ai pu observer ce qui se passait et comprendre qu'il fallait agir vite si on voulait que l'effondrement du cinéma ne se produise pas, ce qui était en train de se passer en Italie. Mais bon, pour l'imaginaire, je soutenais ceux qui avaient des idées novatrices, quoi. Et c'est aussi à cette époque que j'ai fait la jonction avec la Russie et les cinémas de l'Est. Et donc je suis beaucoup allé à cette époque en Russie, à Leningrad, à Moscou. Là, il y avait un autre moteur qui était la liberté. C'est-à-dire que la culture, c'était la liberté. Donc ce qu'on faisait en France et ce que je faisais était synonyme de liberté, et de liberté d'esprit critique, de liberté d'esprit d'expression, de liberté artistique. Et tout ce à quoi je m'engageais leur donnait un point d'appui pour agir dans leur pays. Et ça, c'était très important. Là, c'était évidemment un engagement aussi artistique et politique sur la question de la liberté de création et de soutien. Là, j'ai passé beaucoup de temps en Europe, incluant l'Europe de l'Est, qui était coupée par le rideau de fer, et aussi en Allemagne. Donc, je suis allé beaucoup à Berlin, qui était occupé, en Allemagne de l'Ouest, en Allemagne de l'Est. Enfin, j'ai pris contact avec tout un milieu culturel européen que je connaissais pas très bien, plutôt dans le cinéma et dans la télévision, et qui était un outil important pour développer des idées. C'était vraiment une période absolument passionnante, parce que la culture russe était restée très, très forte, extrêmement puissante, liée à la culture soviétique, mais il y avait quand même de grands personnages, une grande histoire, et j'ai fait la jonction avec mon histoire passée. Oui. Justement, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé justement quand on met le doigt, finalement, quand tout ça devient réalité, qu'on a du pouvoir, et que final, étant nourri de toutes ces histoires, de toute cette approche imaginaire au démarrage, ou littéraire, ou cinématographique, et qui vous fait rencontrer une vision des artistes, et la possibilité de les aider, ou la possibilité de bâtir avec eux, ou de pousser des projets qui vont finalement continuer à raconter une histoire. Finalement, vous participez à l'histoire de manière... Qu'est-ce que ça vous fait d'aller en Russie? Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que c'était une partie du pays de mes ancêtres. J'avais l'impression de rentrer dans cette histoire-là, quoi. Dans les studios d'Odessa, il y avait un tournage d'un film sur Napoléon, ce qui était amusant, avec une actrice que j'aimais beaucoup, Elena Sofanova. Et donc c'était amusant de voir tout ça à Odessa, et puis je revoyais quand même la ville dans laquelle était né mon grand-père paternel.
et puis les escaliers du cuirassé Potemkin. Donc on a l'impression de rentrer dans des paysages ou dans un univers imaginaire qu'on connaît par les livres, qu'on connaît dans mon cas, par l'histoire familiale, et qu'on découvre comme ça d'un seul coup, quoi. Donc ça m'a à la fois touché, beaucoup passionné et beaucoup intéressé. Puis j'ai eu énormément de discussions avec des cinéastes, des responsables russes, des réalisateurs, des metteurs en scène, le ministre de la Culture, enfin les gens qui jouaient un rôle clé, quoi, dans ce pays qui était quand même d'une immense culture et qui l'est toujours. Et donc j'ai découvert tout ça sur place et ça m'a beaucoup plu. Alors je dirais pas que mes années CNC sont marquées uniquement par ça, mais sur l'imaginaire ça a compté. Oui, ça comptait parce que tout l'imaginaire qu'on s'est constitué jeune, on parlait d'Italie, on parlait de la Russie, on parlait même de l'Amérique d'ailleurs. D'un seul coup, j'avais un outil entre les mains, un secteur d'activité, le cinéma, et j'avais des moyens d'action. Mais par exemple, j'allais beaucoup aussi à Hollywood. Ça s'est très mal passé parce que au fond, ils nous méprisaient complètement. Ce qui les intéressait, c'était de nous assimiler à ce qu'ils faisaient. Donc ils voulaient acheter nos metteurs en scène pour qu'ils produisent pour les sociétés de Los Angeles. Donc moi, j'étais pas question de ça. Donc je voulais pas du tout m'engager à ça avec eux. Ils voulaient nous vassaliser. Et autant j'admirais Scorsese et les réalisateurs américains, évidemment, qui sont immenses, mais autant j'avais pas envie que eux c'est eux et nous c'est nous. J'avais aucune envie d'être vassalisé par eux. Donc là, je les ai pas considérés comme des partenaires fiables. En plus, moi j'étais complètement nourri des théories sur l'impérialisme américain, d'ailleurs que je crois toujours au juste d'ailleurs, et je voulais pas passer par ce trou de souris. Donc ça m'a à la fois intéressé et conforté dans mes idées, et surtout dans l'idée européenne, dans l'idée que si on voulait exister par rapport aux États-Unis, parce que la culture américaine était quand même dominante, il fallait absolument pas laisser faire ça, et par rapport à l'Union soviétique et à un régime dont on voyait bien qu'il n'était quand même pas notre modèle, contrairement à ce qu'on avait pu croire à un certain moment, il fallait construire l'Europe. Donc je suis quand même très engagé sur l'Europe, donc j'étais mûr et je défendais depuis longtemps l'idée d'utiliser la télévision et de faire une chaîne culturelle. Ça, j'avais ça dans l'idée depuis longtemps, mais enfin j'en avais pas eu l'occasion, et c'est pour ça dire que j'étais pas très favorable à Canal+, quand Mitterrand a décidé avec Rousselet de créer Canal+, parce que je trouvais que c'était pas le plus urgent, quoi. Ce qui était urgent, c'était de faire une chaîne culturelle et de la faire si possible à l'échelon européen. Je ne peux pas imaginer, là non plus, on relie toujours les choses après, on commet des anachronismes formidables parce que je ne savais pas du tout que ça pourrait se passer, ni que j'en serais le responsable. Mais enfin, en tout cas, c'est une idée que j'avais. C'est peut-être donc pas totalement par hasard si on me l'a confié, parce que c'est des idées que j'avais défendues dès les années 84, et je me suis fâché, par exemple, plusieurs fois, y compris avec François Mitterrand, quand il avait lancé la 5 avec Berlusconi, et que je trouvais ça absolument contraire à nos idées et ridicule. Moi, j'ai toujours cru beaucoup au développement de la culture européenne et aux échanges qu'il pouvait y avoir, chacun ayant sa spécificité, mais pour créer un corpus de moyens, d'expression, d'action, parce que je pense que c'est la nôtre, une grande histoire, il y a une culture très riche et il fallait s'en occuper. Et bâtir l'histoire de l'Europe ou la vision de l'Europe finalement. Oui, je continue à le penser aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, on est en grande difficulté parce que le socle de valeurs humanistes sur lequel s'est construite l'Europe n'a plus de traduction politique crédible. Et ça, c'est un sujet évidemment majeur qui explique le déclin et les difficultés qu'on peut avoir. C'est-à-dire que les valeurs tirées de la philosophie des Lumières et du modèle de démocratie occidentale qui en est né ne constituent plus un modèle universel. Et donc je vois bien que ces idées auxquelles j'ai beaucoup cru et auxquelles je crois toujours, mais que j'ai pu mettre en œuvre, justement après avec Arte, aujourd'hui elles ont beaucoup de mal, quoi. Parce que, encore une fois, le lien entre le modèle d'idées et de valeurs qui m'a constitué, finalement, n'a plus aujourd'hui de crédibilité politique. Et ça, c'est un énorme sujet, c'est le sujet du jour. Hein. Oui. Et justement, par rapport aussi à la vassalisation vis-à-vis des États-Unis, c'est un sujet majeur. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour construire quelque chose qui permette d'exister, de résister et de travailler. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez en tête, Jérôme Clément, de l'impact de la culture sur le politique et sur les gens, du fait que vous parlez là des États-Unis et du soft power qu'ils ont, oui. Enfin, j'ai dit soft power, oui. Culturel mondial, est-ce que l'idée d'avoir un média, par exemple, européen, un Netflix européen, serait
bien évidemment Bien sûr. un outil de construire des récits Oui. communs. Oui. Mais ça, vous savez... Et Arte a été fait dans ce sens-là, c'est-à-dire... Moi, j'ai pris conscience de ça en Égypte. C'est très simple. J'étais au Caire, j'étais conseiller culturel, il y avait de gros moyens de coopération, d'action. On avait des centres culturels, on faisait venir des conférenciers qui donnaient des conférences, etc. Et puis, je constatais, chaque fois que j'allais chez les Égyptiens, qu'à l'heure du dîner, ils partaient tous pour aller regarder Dallas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais on fait complètement fausse route, quoi. Il faut arrêter de faire venir des conférenciers, mais il faut produire des séries qui permettront d'attirer... voilà. Et donc, j'ai compris l'enjeu de l'audiovisuel en 1980, 79. Quand je suis rentré et que je me suis retrouvé à Matignon, j'ai demandé d'ailleurs à m'occuper des relations culturelles internationales et pour dire au Quai d'Orsay, envoyer des gens qui ne sont pas des spécialistes de l'art médiéval islamique, mais en revanche qui sauront ce que c'est que de faire une série. Voilà. Il faut se donner les moyens de ça au niveau européen. Donc j'avais cette idée-là, simplement parce que j'avais vu Dallas au Caire. Ouais, c'est aussi simple que ça. Et après, j'avais donc l'idée qu'il fallait faire ça et qu'il fallait construire une chaîne... Enfin, qu'il fallait construire un secteur culturel européen. Voilà, c'était un projet, mais il fallait être très exigeant et rien lâcher. Il fallait... Bon, enfin, je ne vais pas vous raconter tout ça maintenant, ça c'est pas le sujet non plus. Mais en tout cas, l'imaginaire, pour revenir à notre affaire, que j'avais... alors, il y avait une autre dimension qui est sans doute, qui peut vous intéresser dans notre propos d'aujourd'hui, c'est que était mort à Auschwitz. Et la question de l'Allemagne est une question évidemment hypersensible. J'avais appris l'allemand, néanmoins, ce qui est étonnant, puisque ma mère, non pas le russe, sans doute parce qu'elle pensait que c'était plus utile, je ne sais pas, j'ai jamais très bien compris, enfin c'est comme ça. Et après, j'avais compris que c'était, quoi qu'il se soit passé dans le passé, le moment de la réconciliation, et que c'était à ma génération de pouvoir œuvrer en ce sens. Et je ne pense pas que j'aurais mis l'énergie que j'y ai mis et sans doute le travail qui a fait que ça a marché si j'avais pas eu cette motivation aussi personnelle qui était liée à mon histoire et qui était liée à ma génération. Et donc c'était justement à cause de ça qu'il fallait réconcilier ces peuples par l'imaginaire précisément, pas seulement en faisant des avions, Airbus, ou des corps d'armée, l'Eurocorps, ou une monnaie, tout ça étant très important bien sûr. Et je pensais qu'Arte pouvait être le moyen de réconcilier en profondeur les deux pays, en mettant en commun l'imaginaire, et en créant justement les moyens d'action permettant d'échanger nos imaginaires et de les faire mieux se comprendre. Donc c'est à cette époque-là que là, évidemment, là j'ai pas eu le choix, je me suis plongé dans l'Allemagne jusqu'au cou, dans sa culture, dans son histoire, dans sa géographie, dans sa politique, et j'y ai passé beaucoup d'années, une vingtaine d'années quand même, ce qui est beaucoup. Alors là je partais de zéro, pratiquement, et ça m'a beaucoup passionné. Donc je l'ai fait, avec les cinéastes évidemment, aussi en musique bien sûr, je me suis beaucoup lié avec Barenboim qui est devenu un ami et qui était justement par son histoire aussi suffisamment internationale. Il y avait quand même pas mal de gens qu'on avait réunis et qu'on avait rassemblés entre la France et l'Allemagne qui étaient complètement sur cette longueur d'onde là, que j'ai beaucoup non seulement fréquenté mais fait travailler. On s'est retrouvés et on a vraiment eu dans ces années une volonté très forte de construire un imaginaire européen en passant par la création culturelle. La télévision n'étant qu'un moyen d'exprimer cette création culturelle. Mais ce qui était important, c'était ce qu'il y avait derrière et ce qu'on voulait en faire. Et là, je pense qu'on en était raccord, quoi. On avait bien ça dans la tête et on l'a mis en œuvre. Et justement, après toutes ces années de lutte, d'engagement, d'appréciation d'une envie en tout cas de bâtir une vision et des imaginaires communs, Arte, le CNC, etc. Aujourd'hui, quand vous vous retournez, quel est votre avis sur les récits, l'imaginaire et l'impact dans la réalité d'une vie, la vôtre ?
C'est fondamental, je veux dire que l'imaginaire qu'on se crée, c'est tout à fait fondamental, mais enfin, chacun en a un qui est constitué par sa vie familiale, son enfance, les hasards de ses études, enfin tout ça. Ouais. Après, je pense que moi, il faut que ça interagisse aussi qu'avec une réflexion, c'est-à-dire que il faut une réflexion intellectuelle et une analyse que j'appellerais politique. Politique étant les rapports de force dans une société à un moment donné entre ces différentes composantes, pour voir comment les faire bouger dans le sens de ce qu'on croit. Et l'imaginaire est évidemment à la base, le terreau sur lequel on construit tout ça. On forge ses idées et ensuite on les transforme en action. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est fondamental parce que je dirais que c'est le cœur du réacteur, quoi. C'est ce qu'on a au plus intime de soi. Moi, je reste quand même profondément marqué, sans doute par mon histoire personnelle, comme chacun de nous, hein. Enfin, la mienne, il se trouve qu'elle a été faite comme ça, de la question des juifs, enfin, du racisme et naturellement de l'antisémitisme pour certains aspects, de la conscience européenne. Alors, je peux avoir un imaginaire complètement différent de l'action. On parlait tout à l'heure de poésie. C'est un imaginaire complètement différent. Il peut y avoir des peintres ou de la musique. Je vous disais que je suis quand même méfiant vis-à-vis de l'impérialisme américain, mais enfin j'adore Phil Glass et j'adore évidemment les réalisateurs américains et la musique dans certains domaines, mais il n'y a aucun sectarisme par rapport à ça. Je crois que l'imaginaire doit être ouvert à tout. Après, il faut faire ses choix pour les convertir en action, mais c'est quand même le terreau fondamental dans lequel on est. Et on se constitue, quoi. On se constitue à partir de ça. Après, il faut mettre ça en ordre et puis voir ce qu'on en fait. Je pense qu'on peut progresser avec ça, en transformant ça en idée d'abord et en action ensuite. Enfin, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Merci, Jérôme Clément. Alors Vanessa, nous venons d'écouter Jérôme Clément. Alors quelle résonance impactent ces mots sur vous ? Je me sens assez humble de passer après lui parce que j'ai l'impression d'être une boule de superficie. Mais voilà, c'est comme ça. Et je me suis dit, oui, les choses qui ont plus fait de résonance, c'est peut-être plus dans les biographies, des parcours comme ça, que moi aussi, c'est des choses qui me touchent énormément. Alors, c'est pas les mêmes, forcément, parce que c'est vrai que je lis pas mal de biographies de femmes pour un peu essayer de comprendre ces parcours. Et aussi, j'étais particulièrement touchée par des inspirations que je trouvais un peu insolites, comme la nature et la Loire. C'est vrai que on a une maison dans les Pyrénées, en montagne, et c'est un endroit où je me ressource spirituellement énormément. C'est marrant parce que nos vacances d'été sont toujours là-bas et il n'y a pas la mer, il n'y a même pas une piscine, mais j'ai l'impression de me nettoyer. Et même, j'aimais bien aussi les timbres, voilà, c'est des choses pareilles. Moi aussi, parfois, j'aime bien aussi trouver l'inspiration comme ça dans des choses finalement qui sont plus anodines et inattendues, mais c'est souvent les plus fascinantes. Merci Vanessa.